Bonjour, je poursuis ma mise à jour des chroniques du Bifrost 89 avec des versions plus détaillées que je mets donc en vidéo. Alors celle-ci ça va porter sur le jeu de la trame intégrale de Sylviane Corgia et Bruno Le Signe. Donc c'est un omnibus qui comprend 4 romans dans une nouvelle édition avec texte intégral augmenté et révisé. Il y a une préface de Bruno Le Signe, une carte réalisée par Ciel Chabert. L'illustration de couverture est de Joachim Eriksson. Ça a été publié par les éditions Mnemos dans la collection Helios, donc en fait la collection partagée par les Indés de l'imaginaire. Les romans initiaux étaient publiés en 1986-1988, ce recueil en 2017 et il fait un peu plus de 600 pages. Ces dernières années, même s'il demeure une production contemporaine non négligeable, j'ai tout de même le sentiment que Mnemos a abordé un certain tournant patrimonial en opérant nombre de rééditions, essentiellement dans le genre fantasy qui lui est globalement associé, et souvent sous la forme d'omnibus pesant leur poids. Une entreprise parfois salutaire, citons par exemple Orchid Founding, l'intégrale d'Imaro de Charles R. Sanders, et c'était une putain de bonne idée, et pour le coup je crois me souvenir qu'il y avait une part d'inédit. Bon, dans notre cas c'était sans doute bien moins heureux, oui, Brian Lumley par exemple. L'entreprise, si c'est bien de cela qu'il s'agit, se poursuit aujourd'hui, éventuellement sous une forme un peu différente, car au travers de la collection Deux Poches avec des guillemets Helios, que se partagent les trois indés d'imaginaire. Sauf que de format de poche ici n'en est pas vraiment question, avec ce volume un peu le cul entre deux chaises, pesant tout de même ses 610 pages relativement tassées, comprenant 4 romans, outre un peu de contenu additionnel inédit tout à fait bienvenu. Et pour le coup, cette réédition porte sur des textes sans doute un peu obscurs et qui méritaient bien qu'on les exhume. 4 relativement courts romans composant le cycle du jeu de la trame, écrits par le couple Sylviane Corgia et Bruno Le Signe, et publiés entre 1986 et 1988 dans la forcément mythique collection Anticipation du Fleuve Noir. Forcément mythique, oui, mais pas forcément prévu pour assurer la perpétuité de ces publications, au cycle de commercialisation bien particulier. Aussi bien des livres de valeur ont-ils pu être oubliés dans ce contexte. Éventuellement des livres assez inattendus d'ailleurs, ce dont le jeu de la trame témoigne à sa manière, ne serait-ce que parce qu'il ne s'agit en fait pas du tout d'anticipation mais bien de fantaisie, et une fantaisie qu'on dira japonisante, ce qui alors n'était probablement guère commun. 4 romans par ailleurs, dus à un duo d'auteurs qui s'est exercé dans bien des registres différents, incluant semble-t-il un imaginaire assez léché sous forme de nouvelles, et d'autres publications plus populaires, des polars par exemple, et sans doute les 4 présents romans, cependant conçus avec une application notamment stylistique qui fait mentir les préjugés affligeant toujours, plus ou moins consciemment, la littérature populaire. Je n'en avais jamais entendu parler de tout ça, ce qui en soi n'a rien d'étonnant. J'étais un mioche quand ces livres ont été publiés, et même plus tard ado, je n'ai finalement que très peu fréquenté le FNA. Le fleuve pour moi c'était alors essentiellement des licences holistiques, Donjons et Dragons surtout, avec des couvertures flashouilles qui faisaient mes délices, et souvent du prêt à consommer que je consommais volontiers, même en ayant à l'esprit que ce n'était probablement pas très bon, le cas échéant. Bon, c'était de toute façon depuis longtemps bien trop tard pour revenir sur le vrai FNA, ces livres certainement pas voués à demeurer éternellement dans les rayonnages de la librairie de province lambda. Mais je dois dire que j'ai été curieux à l'annonce de cette réédition de romans dont je ne savais rien et des auteurs pas davantage. Faut dire c'était un peu me prendre par les sentiments, cette période où le mot Japon suffit parfois à m'inciter à faire péter la carte bleue, qui ne peut pas du tout se le permettre. La quatrième de couve, exercice périlleux, a renforcé cette curiosité, et quelques rares mais enthousiastes retours, ça et là, m'ont incité à tenter l'expérience. Et je ne regrette pas, parce que pour expédier la chronique Too Long Didn't Read, tout ceci était vraiment très sympathique. Rien d'inoubliable sans doute, mais un divertissement bien foutu, bien écrit, qui se lie avec un plaisir toujours renouvelé ou une certaine audace à sa part, faisant dès lors plus que remplir méthodiquement le cahier des charges. Ça vaut bien mieux que ça. Non, ce n'est pas indispensable, mais on s'en fout, c'est très chouette. Bon, tentant quand même de creuser un peu, on a embarqué l'appel dans le Kofun, c'est pas pour rien. Commençons peut-être par ce qui constitue probablement la croche essentielle de ce cycle, ou en tout cas ce qui l'a constitué pour moi. La dimension japonisante donc, pour l'essentiel. Mais côté Asie, il y a aussi des emprunts marqués à la Chine, à la Mongolie, mais aussi d'autres choses encore, louchant sur le Grand Nord, probablement bien au-delà d'Hokkaido. Précision d'emblée, ces romans ne se déroulent certainement pas au Japon. Et même quand on parle d'un Japon médiéval parallèle, il y a risque d'induire en erreur. Non, nous sommes ici dans un monde totalement imaginaire, un de ces mondes secondaires qu'affectionne la fantasy, carte incluse. Il y en a une ici, hélas pas forcément bien placée, et l'associer surtout pas très rigoureuse et dès lors inutile.
Simplement, ce monde autre a au moins un vernis nippon, et peut-être plus que ça, c'est à débattre. Bon, je n'ai jamais pratiqué la légende des 5 anneaux sous quelque format que ce soit, d'abord un jeu de cartes, ça tombe bien, mais je suis pas à vue de nez que l'on pourrait dès lors faire la comparaison avec Rokugan quelques années plus tard. Ce vernis au stade minimal passe sûrement tout d'abord par les noms propres qui, à défaut d'être toujours japonais, certains le sont, sonnent du moins japonais. Notre héros se nomme Kaido, sa sœur Kirike, et on croise dans le désordre un Yumi, une Naoyame, un Otomo, un Hayashi, un Soga. Ces noms sont régulièrement l'occasion d'allusions explicites à quelques figures notables de notre Japon, Soseki aussi bien que Hiroshima, et quelques personnages au-delà de leur nom font plus qu'à leur tour penser à des modèles bien réels comme Okusai ou Hiroshige. Bon, cela ne fait pas tout, si ça fait quelque chose. Finalement, en opposition avec ce que ce procédé peut avoir d'un peu brutal, la dimension japonisante du jeu de la trame relève surtout de détails générateurs d'ambiance, ce qui, dans le cadre de cette intégrale, dépasse les seuls romans, entourés de haïkus qui m'ont semblé pas dégueux, mais bon, je suis pas vraiment une référence, et poursuivis par d'intéressantes annexes. Dans le cadre des romans, au-delà du sabre régulièrement sorti de son fourreau, il y a ainsi des petites touches dans les vêtements, l'architecture, les arts, mais aussi à ce compte-là la philosophie, la manière de voir le monde, peut-être aussi certaines coutumes, le comportement de tel ou tel personnage en fonction de sa caste, probablement enfin des allusions généralement discrètes, juste ce qu'il faut, même si certaines sont moins discrètes, à tel ou tel livre, à tel ou tel film. L'ambiance, c'est bien un atout notable du jeu de la trame. Cependant, je crois qu'il y a certaines limites à la dimension japonisante du cycle, que j'ai surtout senti ou peut-être trouvé convaincante et enthousiasmante dans le premier roman et dans le dernier. Le deuxième et le troisième ne sont pas sans qualité, mais je crois que dans leur cas on ne va guère au-delà du vernis. Donc, pour finalement livrer une fantaisie, somme toute assez classique, et libérée de ce référent culturel supposé fondamental. Il y a toutefois dans le deuxième roman surtout suffisamment de petites exceptions, ça et là, pour me faire mentir. Donnons un aperçu de l'histoire, et même d'abord de l'histoire avec le grand H qui va bien, même si comme de juste tout ceci est censé demeurer assez flou jusqu'à la toute fin. Disons du moins qu'il y a eu, il y a bien longtemps de cela, un mythique empereur du nom de Soga qui a fait bâtir une immense muraille de pierre pour séparer les terres fertiles au nord des terres de cendres au sud, un enfer au parfum d'apocalypse où les hommes désespérés livrent toute leur courte vie à un combat parfaitement vain contre un environnement meurtrier. Au nord, on redoute toujours que le mal de feu traverse la muraille, mais gloire à Soga et à ses architectes, cela n'a pour l'heure jamais été le cas. L'histoire de Soga et de la muraille de pierre, tout le monde dans les terres fertiles la connaît. Certains croient en savoir davantage, qui ont eu vent de l'existence du jeu de la trame, un jeu de 39 cartes, en fait des carrés de tissu, dont chacune a été attribuée à un seigneur vassal de Soga, auquel l'empereur confiait la garde des 39 portes qui émaillaient la muraille de pierre, et qui sont appelées la première porte, la deuxième porte, etc. Or, chaque carte conférait un pouvoir magique unique. Il y a bien longtemps de cela, les seigneurs dévorés par l'ambition se sont affrontés pour rassembler les cartes lors d'une terrible et tragique guerre où personne n'a gagné. Mais ce n'est plus qu'un lointain souvenir, et encore, pour les rares qui s'en souviennent. Ils sont encore moins nombreux à soupçonner l'existence du jeu de la trame, et à supposer que ces cartes existent encore simplement égarées, et qu'un homme habile et avisé pourrait peut-être les rassembler pour acquérir un pouvoir hors du commun, divin au fond, tel celui de Soga lui-même. Notre héros, et je mets des guillemets sur lesquels je reviendrai juste après, se nomme Kaido, et il est le personnage point de vue de la majeure partie du cycle. Bizarrement, le quatrième roman, surtout au début, rompt avec ce principe. Kaido est de la caste des guerriers, il est le fils du seigneur du manoir du Roseau, dans le pays des collines. Les toponymes sont généralement très prosaïques dans l'ensemble du cycle. Et il est fou amoureux de sa sœur, Kirike, laquelle se suicide après avoir été violée par leur père. Kaido, fou de chagrin, cherche à réparer l'irréparable. Il prend en considération la légende du jeu de la trame, comprend que le manoir du Roseau n'est pas le plus mal loti à cet égard, et part en quête de l'intégralité du jeu, supposé conférer le pouvoir absolu, le pouvoir donc de ressusciter Kirike. Kaido quitte le manoir dans un grand bain de sang, sa manière sans doute de brûler les navires pour s'interdire tout retour en arrière. Il va parcourir les terres fertiles et au-delà, en quête des 39 cartes. Chaque roman lui fournira l'occasion de mettre la main sur plusieurs d'entre elles, accroissant d'autant son pouvoir de sorcier, au point où la possibilité qu'il s'empare bel et bien de l'ensemble, si risible au départ, devient de plus en plus tangible. Et là, un point essentiel,
Sylviane Corgia et Bruno Le Cygne ne font certainement pas dans la fantaisie manichéenne, et même la moralité bien plus relative des héros de Sword and Sorcery a quelque chose d'un peu timoré ici. Disons-le, notre héros, avec des guillemets donc, Kaido, est un gros connard. Narcissique, égoïste, ambitieux, fourbe, menteur, cruel, mesquin, traître, lâche, pervers, j'en passais des pires. Ce n'est pas simplement une crapule comme la fantaisie en a beaucoup produit et d'excellent par ailleurs, en ce d'artisan avec des guillemets là aussi. C'est vraiment un personnage détestable, à tout point de vue. Au fil des 4 romans, il commet les pires saloperies sans l'ombre d'un remords, et régulièrement sans que cela soit nécessaire non plus. Simplement parce qu'il le peut et qu'il en a envie. C'est un gros connard, une enflure, une ordure, etc. Le bain de sang inaugural quand Kaido quitte le manoir du roseau en témoigne assez vite, mais les exemples ne manqueront jamais dans les pages suivantes. Par ailleurs, on n'envisagera certainement pas sa relation avec sa pauvre sœur Kilike comme une geste amoureuse et romantique. Seul compte les sentiments de Kaido, s'il est homme à avoir des sentiments. Il n'est probablement pas en mesure d'apprécier ceux de Kilike de toute façon, mais sans jamais se poser la question. Et le thème de l'inceste d'emblée, même à s'en tenir à la seule masturbation, l'obsession de la fillette, contamine l'érotisme du cycle d'une certaine perversion qui demeurera jusqu'à la fin. Les scènes de sexe sont brèves mais récurrentes dans l'ensemble du cycle, et elles ont le plus souvent ce petit quelque chose qui met un peu mal à l'aise, ne serait-ce à titre d'exemple que la compulsion de Kaido l'amenant à copuler avec des simulacres de sa défunte sœur. En fait, même avec ce que le thème implique de vaguement pervers, cette dimension n'est pas, en tant que telle, une raison valable pour condamner le personnage, bien sûr. Mais rassurez-vous, il ne cesse de nous en donner de bien plus convaincantes au fur et à mesure qu'il enchaîne les saloperies au cours de sa quête, dont le véritable motif, plus ou moins conscient, est bien la soif du pouvoir absolu, vous savez, celui qui corrompt absolument. Il est cependant une chose cruciale, même si elle n'excuse rien, c'est que, dans l'ensemble du cycle, tous les personnages, bien au-delà du seul Kaido, sont plus affreux les uns que les autres. Ils sont tous des enflures, des collections de défauts et de vices, et il n'y en a pas un pour attraper l'autre, pas un seul. Même les personnages qui au premier abord semblent pouvoir rédimer un brin le monde, s'avèrent en définitive d'autres variations sur le principe du gros connard. Très sincèrement, de la première à la dernière ligne, je ne crois pas avoir rencontré un seul personnage que l'on pourrait qualifier de positif, même avec les guillemets de rigueur. Pas dit au fond que Kaido soit vraiment pire, même si son pouvoir de plus en plus démesuré lui offre des occasions de nuire inaccessibles au détestable Kidam, ce qui peut avoir son importance. À titre personnel, cette approche très noire, très nihiliste, misanthrope à fond les ballons, amorale, me convient tout à fait. Je suppose que cela ne sera pas forcément le cas de tout le monde, et n'est rien à y redire. Effectivement, si vous ne jurez que par les héros, les personnages positifs, et le bon droit qui triomphe, le catastrophe et les aimables aigles, même un peu tardifs, mieux vaut pour vous lire autre chose que le jeu de la trame. Sur cette base, Sylviane Corgia et Bruno Le Cygne livrent 4 romans qui se doivent d'obéir à certains canons de la collection Anticipation. Ils sont courts, mais sur ce format ils doivent être denses et rythmés. Ils le sont. Même si c'est parfois un peu au prix de la formule, dans les 4 romans on peut dégager une sorte de schéma, même si jamais totalement déterminant. Le 4e roman notamment, outre la question du point de vue envisagé plus haut, a des singularités à cet égard. Kaido apprend où trouver des cartes supplémentaires du jeu de la trame, longue et minutieuse préparation, grosse scène d'action finale, assez brève mais très efficace, ou dans le dernier roman, changement complet de perspective. Fin. C'est assez répétitif mais suffisamment bien fait pour que ça ne porte pas à préjudice. Le rythme peut certes paraître un peu étrange en plusieurs occasions, mais c'est aussi, je suppose, que les auteurs composent franchement avec les impératifs de publication. Il faut aller à l'essentiel. Dès lors, même si la préparation de l'ultime scène de chaque roman prend son temps, elle ne s'embarrasse jamais de superflu, et pratique volontiers l'ellipse. Dans les 2 premiers romans, Le Rêve et l'Assassin et L'Araignée, qui a dû remporter le prix 1987 du titre quand même pas hyper bandant, c'est tout particulièrement sensible au regard des voyages accomplis par Kaido. Il y traverse peu ou prou les terres fertiles en l'espace d'un ou 2 paragraphes, après quoi le rythme redevient plus posé, mais toujours concentré sur l'objectif final. C'est un peu déconcertant, mais ce n'est peut-être pas plus mal au fond. Le 3e roman, Le Souffle de Cristal, est différent car le voyage en est justement l'objet. Reste à cet égard le cas du dernier roman, Le Masque d'Écaille, où c'est la conclusion du cycle qui pose problème. Après les événements constituant le cœur du récit, paf, d'un seul coup, ou presque, les auteurs nous amènent à toute autre chose, la grande révélation du secret derrière tout ça. Celle-ci n'est pas inintéressante, et je ne la crois pas forcément bâclée comme j'ai pu le lire, mais par contre elle est indéniablement précipitée. L'ellipse, cette fois, appuie sur le défaut de rythme, elle n'est même plus un cache-misère à ce stade, et là c'est vraiment dommage.
L'ultime impression à cet égard est donc plus que frustrante. Même si je suppose que l'on n'a pas à se plaindre, le cycle a une conclusion, ce n'était peut-être pas gagné d'avance. Il a heureusement d'autres atouts pour lui, et le style y a sa part. L'écriture à quatre mains produit ici quelque chose de plus que satisfaisant, il y a une âme derrière tout ça, une certaine poésie, le cas échéant, de saisissantes visions aussi, à la force d'évocation admirable. Le vernis japonisant ne tient pas toujours à cet égard, mais il y a bien au-dessous une fantaisie de la plus belle eau, parfois plus inventive qu'elle n'en a l'air, avec son ambiance soignée et tranchant sur une certaine abstraction principale malvenue, son caractère presque ethnographique parfois, mais toujours de manière futée, un exotisme ventien et une toile de fond qui pourrait évoquer Ursula K. Le Guin. Et tout cela dans quatre romans qui se veulent divertissants et qui le sont. Le populaire a sa noblesse. Belle idée donc que de rééditer ce cycle, qui mériterait sans doute d'être bien davantage connu.